Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors une semaine un peu plus fraîche en ce moment, en règle générale en France, donc en espérant avec un petit peu de neige en montagne, croisant les doigts. Alors tu as vu le titre de la vidéo, faut-il louer son camping-car ? Alors nous déjà c'est non, tu vois, le roller team, pourquoi on le met pas en location? Uniquement parce que c'est notre maison, c'est perso, c'est notre bébé, et donc on l'a en plus customisé à notre goût, donc on ne met pas le roller team en location. Par contre on a le Rimor en location, et donc l'idée cette semaine c'est d'échanger avec toi sur la location des camping-cars en règle générale. Est-ce que c'est quelque chose de rentable vraiment? Quels sont les avantages, les inconvénients, faut-il le faire? Et donc on a décidé avec Fanny de te faire part de notre première expérience, et comme d'habitude, comme chaque semaine, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut amis terriens, c'est moi qui prends la parole pour faire un point rapide sur le thème de la location. Comme tu le sais, nous avons acheté en octobre 2022 un second camping-car pour le mettre en location. Donc voilà, ça fait maintenant à peu près 3 mois, donc on va pouvoir commencer à te faire des petits retours. Donc on a acheté un véhicule d'occasion, un Rimor Seal 50. Que Romuald a été chercher donc fin octobre. Nous avions quelques frais à faire, des frais légers parce que le véhicule était vraiment impeccable, mais il fallait quand même changer les 4 pneus. Il fallait quand même, et ça c'est nous qui préférions le faire, repasser tout un check-up complet au niveau mécanique au garage. Ça a un coût, mais nous, c'est une sécurité pour nous derrière et également pour nos locataires. C'est-à-dire qu'on est ressorti de ce check-up au garage avec un certificat de conformité. On a demandé au garage de vérifier tous les points et nous certifier que tout était OK. Donc bref, on a mis notre véhicule en location courant novembre sur plusieurs plateformes. On l'a mis sur Wikicampers, on l'a mis sur Yescapa et on l'a mis sur Indie Campers. Ok, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens font une demande de location avec des dates, ils posent des questions, souvent en échange par téléphone, et la réservation se bloque s'ils payent bien l'acompte, d'accord? Parce qu'il y a quand même un acompte à verser sur les plateformes. Au moment de partir, nous, mi-décembre, on décide donc de partir avec notre roller team. Et là, les locations qui se confirment. Avec Romad, on se dit, ok, bon, ben là, on va pas être là pour gérer ces premiers locatifs. On a décidé de les décliner. Et nous voilà donc en janvier. On a des locations tous les jours, des demandes de location tous les jours qui se confirment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rimor, il est loué presque 120 jours, à partir de février d'ailleurs, jusqu'à octobre. D'accord, donc c'est voilà, on en est à peu près à 10 000 euros de rentrées locatives qui sont confirmées à l'heure où je te parle. Donc c'est un bon point. Sauf que en fait, tout s'est concentré vraiment entre juin et octobre. Ok, donc là c'est vraiment complet. Mais je me suis dit, ben mince, il reste quand même les vacances de février, les vacances d'avril. On m'a dit en général que ça se loue, mais vraiment au dernier moment. Sur les vacances de février, ce sont souvent des gens qui attendent de voir, par exemple, s'il y a de la neige ou ce genre de points. On verra bien. Mais je me suis dit également, pourquoi pas, après tout, le mettre également sur une plateforme complémentaire qui s'appelle Airbnb. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, en logement atypique, pourquoi ne pas mettre notre véhicule à disposition sur cette plateforme? Bam, dans la foulée, une location. Ah bah, ok. Alors petite pause et petite précision tout de même. Alors oui, je suis en train de faire le montage en fait là si tu veux. Donc il y aura différentes petites pauses régulièrement au niveau de cette vidéo, de façon à apporter un maximum de précision.
Donc tu as bien compris, hein, le Airbnb, c'est une astuce que l'on a trouvée avec Fanny, de façon à pouvoir proposer la location du camping-car sans qu'il puisse bouger de chez toi. Hein, c'est-à-dire que il est calé chez toi, à ton domicile, électricité, gaz, eau, tout ce qui va bien, hein, le four, le micro-ondes, la climatisation, les couchages, etc. Enfin voilà, mais il bouge pas de chez toi. Donc ça, c'est une solution intéressante dans le sens où on s'était dit avec Fanny, bah écoute, pas d'usure, que ce soit au niveau des pneus ou autre chose, il prend pas de kilomètres puisqu'il est chez toi. De plus, tu as donc tes locataires à proximité, en visu, et tu peux intervenir rapidement en cas de problème en fait. Voilà. De plus, il s'agit aussi de pouvoir toucher une typologie de locataires complètement différente en fait, puisque beaucoup de personnes qui souhaitent accéder à la location, équipées pourquoi pas d'un camping-car 5 places carte grise, 5 couchages ou 6 places carte grise, 6 couchages, dirigent les annonces côté famille sur les plateformes standards, à louer, camping-car familial, 5 couchages ou 6 couchages, enfin bref, voilà, etc. Et donc le souci que tu vas rencontrer, c'est que 80% des locations que tu vas avoir, ce sera pendant les vacances scolaires, puisque qui dit famille, dit parents, dit enfants. Toutefois, et au risque de me répéter depuis plusieurs semaines maintenant, depuis plusieurs mois d'ailleurs, un camping-car familial n'existe pas. Il s'agit d'un camping-car, point barre, c'est tout. Et on a la possibilité, j'en suis certain, de toucher une typologie de locataires complètement différents. Et pour preuve, on vient de recevoir une demande de location de la part d'un couple de jeunes futurs mariés qui nous disait, voilà, on souhaite louer votre camping-car car nous allons nous marier à tel jour, telle date, et on aimerait bien mettre le camping-car, le Rimor, donc 6 couchages fixes à proximité de la salle des fêtes, de façon à pouvoir proposer donc des couchages complémentaires à nos invités qui ne souhaiteraient pas éventuellement reprendre la route après la soirée. Bon allez, maintenant je continue le montage. Une location sur Airbnb. Alors, je pense que j'ai eu un petit souci de paramétrage parce que j'ai quand même mis que je voulais pas louer en dessous de 2 nuits. Et pourtant, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, le locataire a réussi à réserver une nuit. Bon. Le Rimor n'ayant pas spécialement servi, bon voilà, moi je savais qu'il y avait un petit peu de ménage à faire, coup d'aspirateur, serpillière, la salle de bain, la cuisine, mais il n'y avait rien de spécial vu qu'il n'y avait pas eu de location. La caissette était vide, tout était, voilà. Et puis bien sûr, mettre des alaises sur les matelas, tous les matelas bien sûr. Écoute, c'est bon, le Rimor est propre, de toute façon il n'a pas servi. J'avais juste besoin de faire un petit coup de ménage de fraîcheur pour que ce soit agréable pour les gens, mais vu qu'il n'avait pas servi, il n'y avait pas besoin de gros ménage. Donc, samedi matin, on se lève tranquille, 10h, et puis on commence à attaquer le ménage 10h30, 11h, donc voilà, hein, c'est assez rapide, ça me prend une demi-heure. Je mets des alaises de protection sur tous mes matelas, et puis Romuald commence à remplir l'eau. Eh ben, à un moment, je regarde par terre dans le Rimor, de l'eau partout. C'était une rivière dans le Rimor, quoi. Ça coulait. Donc je me dis, ok, donc là je regarde l'heure, il était 12h30, les gens arrivaient à 14h. Inondation. Au niveau de la cuisine, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, le robinet fuyait de partout. Au niveau de la tuyauterie, ça fuyait de partout. Donc pas en dessous, sur le dessus. Vraiment, c'est le robinet en fait. Hein. Et là, gros coup de stress évidemment, parce que en fait, dès qu'on arrête l'eau et qu'on termine de vider les tuyauteries, ça coule plus. Mais dès qu'on remet l'eau, évidemment, le robinet se remet à fuir. Voilà, il pourrait éventuellement se passer de la cuisine, sauf qu'en fait, ça n'arrêtait pas de couler. Il coulait partout, sur les meubles, ça coulait par terre, etc. quoi. Donc là, c'est parti, Romuald est en train d'essayer de me dévisser le robinet. Enfin bon, une catastrophe, pas possible, inimaginable. Nouvelle petite pause. En fait, il s'agissait du joint d'étanchéité au niveau du robinet, côté cuisine, qui était complètement poreux et donc bon, ça fuyait de partout en fait, voilà. Tu vois, la nouvelle façon de pouvoir se laver les mains avec un petit jet très sympathique. Alors le problème, c'est que là, en fait, on a dû, il va se vider comme ça, et ça va vider la cuve, donc les gens ne pourront plus tirer la chasse d'eau. Putain, mais quelle catastrophe. Mais, non, laisse-le comme ça, Non, mais attends, faut qu'on fasse ça. Bien sûr. Ah, c'est bon, c'est réparé, donc impeccable. Voilà. Donc, on va le laisser pendre comme ça. Comme ça, là. Voilà. Comme, vu qu'il fuit, voilà. il fuira dans le lavabo. Et puis comme ça, voilà, tout à fait. Puis ils pourront quand même se laver les mains, à l'arrache, hein, voilà. mais... Regarde, en plus, c'est presque plus pratique, en fait, pour laver les gros trucs. Voilà. Ah ben voilà, une affaire rondement menée. Voilà, là, des propriétaires soigneux. Le nouveau Rimor 650, s'il vous plaît.
Au final, les gens arrivent à 14 h, ils arrivent, il y avait des outils partout, avec nos serviettes en train d'éponger l'eau. Enfin bon, une catastrophe, la honte quoi, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour résumer, tout ça, c'était du gros n'importe quoi. Il est évident qu'on s'y est pris beaucoup trop tard. Le véhicule aurait dû être prêt au moins la veille. Ça nous aurait permis d'anticiper ce type d'inconvénients et de surprises. Donc je m'interroge quand même comment ça va se passer quand cet été on a des locatifs qui s'enchaînent. On a des locataires qui arrivent à 10 h le matin et d'autres qui arrivent à 14 h. Je m'interroge et j'espère juste qu'on n'aura pas de gros problèmes de ce type parce que là, en fait, ça passe parce que les gens ne sont restés qu'une nuit, mais les gens n'auraient pas pu partir en vacances avec un robinet HS qui fuit partout. Ensuite, concernant le coût, bon, clairement, louer une nuit, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout rentable, hein, bien sûr. C'est juste que là, je sais pas, j'ai effectué un mauvais paramétrage sur la plateforme Airbnb. Mais louer une nuit, c'est pas du tout rentable, hein. La plateforme prend des frais. Toi derrière, là le remords était prêt avant, donc il y a eu peu de ménage. Mais après, parce qu'en fait le Airbnb comprend les frais de ménage. Donc en fait les gens ils repartent, ils laissent tout et puis surtout la cassette quoi. Sur Airbnb, tu peux pas demander aux gens de vider leur cassette quoi. Donc les eaux noires, les eaux grises, le ménage, tout ça pour une nuit. J'avoue que c'est beaucoup de temps à passer pour pas grand chose de gagner. Ok. Après l'avantage, et là c'est pas des moindres, et c'est que en fait le véhicule ne bouge pas, donc il ne prend pas 1 km. Donc tu as une rentrée d'argent sans que ton véhicule prenne des kilomètres au compteur. Donc ça par contre, j'avoue que c'est le plus quoi. Donc bon, je vais reparamétrer mon annonce Airbnb, mais en dessous de 2 jours, on va pas s'amuser à remplir l'eau, faire le ménage, et puis moi après derrière c'est laver les draps, c'est tout ça aussi, hein. Je te ferai également un point sur la location. Est-ce que c'est rentable ou pas? Aujourd'hui on n'a pas commencé nos locations, mais j'ai déjà tous mes locatifs quasiment réservés pour l'année, donc je vois à peu près ce qui va rentrer en argent, mais je vois et je sais d'avance que je vais sortir les frais dont je te parlais tout à l'heure, hein, ceux du garage, le nombre de kilomètres qu'aura pris le remords, parce que en octobre, quand il sera passé entre les mains de 7-8 locatifs, qui m'ont quasiment tous pris le dépassement de kilométrage en option, c'est qu'il aura pris des kilomètres. J'imagine aussi que du coup, s'il a pris des kilomètres, il y a de grandes chances qu'ils doivent repasser au garage. Les pneus, est-ce qu'ils n'auront pas souffert? L'intérieur du camping-car, des choses à réparer. Sincèrement, on gagne pas grand-chose. Donc, je suis un peu craintive sur le fait que si on a des frais supplémentaires à faire qui ne sont pas prévus et qui ne sont pas couverts par les assurances, qui sont donc l'usure normale, je suis pas sûre qu'on soit vraiment rentable en fait. Autre point également, je m'étais laissé une marge, c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu dépasses 8 000 € de locatif, tu dois te déclarer. C'est-à-dire que tu passes en tant que pro. C'est-à-dire qu'auprès des plateformes, Airbnb, WeCampers, etc., enfin n'importe quelle plateforme aujourd'hui, quand tu vends un bien sur le bon coin, quand tu fais du locatif et qu'il est déclaré, en France on considère que tu ne peux pas dépasser 8 872 € de ce type d'activité. D'accord? Si demain tu mets ton bien en location, même ta maison, hein, sur Airbnb, quoi que ce soit, ces plateformes, vu que c'est elles qui te rémunèrent, communiquent directement aux impôts ce que tu as gagné. Donc en fait, tu peux pas, j'ai envie de te dire que tu peux pas tricher, tu vas pas être payé en liquide. Donc voilà, c'est du déclaré. Toutes les plateformes, WeCampers, Yescapa, Indie Campers, Airbnb, c'est du déclaré. Donc à partir du moment que tu vas dépasser 8 872 € de locatif, tu dois te déclarer en tant que professionnel. Et attention, ça rigole pas, parce que professionnel, soit tu montes donc une entreprise pour faire du locatif, et là qui dit entreprise dit charge sociale, charge comptable, hein, tu fais un bilan, tu as une comptabilité, et puis l'impôt, l'impôt sur les sociétés, enfin bref, tout ça qui vient derrière. Donc nous, on en est déjà à pas loin de 10 000 € de locatif. Il faut que je discute de tout ça avec Romuald et puis avec le comptable en fait. Il va nous recommander tel ou tel statut. Voilà. Pour le moment, voilà, on est à l'équilibre. En gros, on aura le remords à l'heure actuelle ne nous a rien coûté. Ce n'est qu'un point rapide et intermédiaire. Mais voilà, c'est des questions que je commence à me poser. Ok ? Alors vous allez me dire oui, tu te les poses un peu tard. J'ai envie de te répondre en effet.
je savais tous ces points-là. Sauf que vu que c'était une première année, je voulais quand même jauger par moi-même. Est-ce que vraiment on allait exploser les compteurs de la location? Est-ce que vraiment on allait dépasser ces fameux 8800 €? Voilà, j'attendais de voir quand même. Bon voilà, cher ami terrien, j'espère que cette rapide analyse t'aura plu. N'hésite surtout pas à nous faire partager ton expérience si toi-même tu es un professionnel de la location du camping-car. Tout conseil est bon à prendre. Alors voilà pour ce petit débriefing et pour cette première analyse. Moi personnellement, je pense que la location d'un camping-car n'est pas du tout rentable et pas du tout intéressante. Pour en avoir parlé d'ailleurs avec plusieurs dizaines de camping-caristes, jamais ils ne loueront leur camping-car. Alors chose qui n'a pas été évoquée dans cette vidéo, bien sûr, c'est aussi le temps passé, et le temps c'est de l'argent, c'est-à-dire le temps à préparer le camping-car en amont par exemple, le ménage, le nettoyage, les draps, etc. La réception du camping-car également, l'état des lieux, le renettoyage. Même s'il te faut, par exemple, 2 heures en amont ou 2 heures en aval, ça fait donc 4 heures. 4 heures, bon, un temps non productif, hein, bien sûr, tu gagnes que dalle. Alors, je dis ça complètement par hasard, hein, mais imaginons, à 15 € de l'heure, donc ça fait 4 heures, ça fait 60 €. 60 € qu'il faut donc déduire aussi de ta location. Et je ne compte pas également le temps que tu vas passer à créer des annonces, à faire des photos, à répondre aux emails des futurs locataires, à répondre au téléphone. Donc il y a beaucoup de choses à prévoir en fait et à comptabiliser finalement. Et donc résultat, je ne pense pas du tout que ce soit rentable. Alors les locataires que nous avons eus samedi étaient extrêmement compréhensifs. On leur a expliqué un petit peu notre souci de robinetterie et de fuite d'eau. Bon, il s'agissait de 6 jeunes sportifs, des boxeurs en fait. Et donc ils ont loué le camping-car, donc chez nous, uniquement parce qu'ils avaient donc un tournoi à faire sur Nantes en fait. Et donc ils cherchaient une solution de logement. Et donc lorsqu'on leur a expliqué la situation, ils nous ont dit écoutez, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, nous on va faire notre compétition. Après on prendra une douche là-bas dans les vestiaires, ensuite on ira au restaurant sur Nantes. En gros le camping-car c'est juste pour dormir, donc on sera de retour vers 22 h 23 h et puis le lendemain matin on décolle. Donc voilà, mais bon, on a eu de la chance. Pour moi le seul intérêt que tu peux avoir à louer un camping-car comme nous actuellement, c'est-à-dire qu'il ne te coûte rien en fait. Tu ne gagnes pas d'argent, mais il ne te coûte rien. C'est-à-dire que dans 1 an ou 2, si on décide de le revendre, bah écoute, jackpot, tu vois, tout bénef. Mais pour moi là, franchement, tu vois, c'est le seul intérêt. En fait, c'est un investissement, voilà. Il fait frisquer. Alors voilà, amis terriens, pour cette vidéo. Alors on aurait pu aller plus loin si tu veux dans l'analyse, on aurait pu approfondir les choses. Par exemple, du temps passé par rapport à la prise en main du véhicule, hein, c'est-à-dire qu'une grosse majorité des locataires ne sont pas forcément expérimentés dans le monde du camping-car, et donc il y a un minimum d'informations, d'explications en fin de compte à apporter lors de l'enlèvement du véhicule en fait. Le GPL, comment et pourquoi remplir la bouteille de gaz GPL, comment fonctionne le système de chauffage, comment activer l'eau chaude, comment fonctionne la climatisation réversible, les toilettes avec la cassette, pourquoi il y a une cassette, comment utiliser la cassette, comment la vidanger. Donc là tu perds facilement 1 heure, 1 h 30 à tout expliquer en fin de compte. Un temps, une fois de plus au risque de me répéter, non productif et qu'il faut donc comptabiliser au niveau du tarif de ta location également. Voilà. Bref, comme le disait Fanny, de toute façon il s'agit d'un premier jet. L'idée en fait c'est de prendre la température sur 1 an, de voir un petit peu comment ça se passe. On ne manquera pas bien entendu de te faire un point régulièrement par l'intermédiaire de cette chaîne YouTube. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bon, on ne t'a pas fait beaucoup voyager cette semaine, hein, on a fait un petit break. Mais on recharge le camping-car et on repart en famille pour une destination surprise hein, que tu découvriras donc la semaine prochaine, dimanche prochain. Et je te présenterai également 1 ou 2 produits que je trouve très utiles
liées à la sécurité du camping-car. Je ne t'en dis pas plus pour le moment. Dans tous les cas, si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le bouton rouge, la petite cloche, un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et puis il me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche. Et je te dis donc à la semaine prochaine. Ciao. The skies are so clear with you. I wanna stay with you. With you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines.